Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet à la fois complexe et, il faut le dire, assez tragique, la crise sécuritaire en Haïti. Bonjour, oui. Un sujet qui fait souvent les gros titres, mais dont on a du mal à saisir toutes les dimensions. Exactement. Et pour ça, on a une analyse de fond, un article de Sandy Larose, qui nous aide vraiment à décrypter les choses. On va essayer de comprendre l'influence des gangs, bien sûr, mais surtout le rôle central de la jeunesse dans tout ça. C'est ça. Aller au-delà de l'image pour voir les dynamiques profondes. Voilà. Et pour planter le décor, il y a un chiffre qui donne tout de suite la mesure du problème. Aujourd'hui, à Port-au-Prince, la capitale, on estime que plus de 80% du territoire est sous le contrôle de gangs armés. Ce chiffre, 80%, c'est plus qu'une statistique en fait. C'est le symptôme d'un effondrement quasi total de l'État. Un effondrement qui ne date pas d'hier, j'imagine. Non, bien sûr. L'article le montre bien, c'est une accélération depuis 2018. Et ça se passe sur un terreau de pauvreté endémique. On parle de plus de 64% de la population qui vit avec moins de 3,65 dollars par jour. C'est ça le contexte. Et la violence, elle, explose. Oui, les statistiques pour 2024 sont alarmantes. Plus de 500 personnes tuées, presque 1500 enlèvements. Et puis 2025 a commencé avec un vrai point de rupture. L'attaque des prisons en mars. Exactement. L'attaque coordonnée, l'évasion de plus de 5000 détenus, la fermeture de l'aéroport, le pays a été littéralement paralysé. Alors face à ce chaos, l'article propose un concept que je trouve vraiment éclairant, la sécurité communautaire. On sort un peu de l'idée classique de plus de police dans les rues, non? Ah oui, complètement. La sécurité communautaire, c'est une approche beaucoup plus large. L'idée, c'est que la sécurité, ce n'est pas seulement l'absence de crime. C'est un état où les menaces, qu'elles soient physiques, psychologiques, matérielles, sont maîtrisées pour garantir le bien-être de tous. C'est une responsabilité partagée, en quelque sorte? Voilà, c'est une responsabilité collective. Ça implique le gouvernement, bien sûr, les forces de l'ordre, mais aussi les acteurs locaux, la population elle-même. C'est une vision préventive. Préventive, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on agit en amont, on lutte contre l'exclusion, on promeut la cohésion sociale, l'éducation, une meilleure répartition des ressources. On n'attend pas que la violence explose pour réagir. Et l'aspect économique de cette prévention est fascinant. L'article cite une étude, un chiffre qui m'a marqué. Empêcher un jeune de 14 ans à haut risque de tomber dans la délinquance, Oui. ça peut faire économiser à la société entre 2,6 et 5,3 millions de dollars. C'est juste énorme. C'est colossal. Et ça montre bien qu'on ne parle pas d'une dépense, mais d'un investissement. L'investissement le plus rentable qui soit, en fait. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, je crois. La jeunesse. L'article la place vraiment au centre de toute cette dynamique. Pourquoi ces jeunes, principalement des hommes de 16 à 35 ans, se retrouvent aussi massivement dans les gangs? Eh bien, c'est la convergence de plusieurs facteurs. D'abord, il y a la vulnérabilité socio-économique, l'absence totale de protection sociale. Face à un État qui est aux abonnés absents, le gang devient une alternative. Une alternative qui offre ce que l'État ne fournit plus. C'est exactement ça. Un revenu, un sentiment d'appartenance, une forme de statut et même une sorte de justice locale. Les gangs deviennent des figures de redistribution. L'article donne des exemples très concrets. Oui, des chefs de gang comme Jimmy Cherizier, Barbecue, qui distribue de la nourriture, ou un autre, Landmo Sanjou, qui distribue des enveloppes d'argent. Il se crée une légitimité auprès de jeunes qui ont grandi dans l'ombre absolu. Il y a aussi une autre dimension, qui n'est pas économique. C'est l'autodéfense. Il y a cette citation d'un jeune de 18 ans, membre d'un gang, qui dit « La nécessité de défendre ma zone s'est imposée, j'ai pris les armes sans hésitation ». C'est terrible cette phrase. Oui, ça montre que ce n'est même plus un choix, c'est une question de survie. Tout à fait. On passe de la peur à l'engagement armé. Et cette dynamique, ce qui est le plus cynique, c'est qu'elle est instrumentalisée. L'étude le souligne très bien. Instrumentalisé par qui? Carburant du système. Voilà. Un carburant délibérément entretenu. Et sur la vie quotidienne des gens, quelles sont les conséquences? L'article brosse un tableau assez sombre. L'impact est total. Il y a d'abord le déplacement forcé. On parle de plus de 700 000 personnes, dont la moitié sont des enfants. Des familles entières dispersées, qui perdent leur maison, leur travail. C'est un traumatisme profond, durable. Et puis il y a ce sentiment d'incertitude permanente. Cette phrase d'un jeune de Cité Soleil. Oui. La vie en Haïti, c'est 24 heures renouvelables. Ça m'a glacé le sang. Pas dans ces conditions. Impossible.
Et l'article insiste aussi beaucoup sur la violence basée sur le genre. Ce n'est pas juste un dommage collatéral de la guerre des gangs, c'est une stratégie. Oui, c'est un point absolument fondamental. Une femme cadre citée dans l'étude a cette phrase terrible: lors des conflits entre les gangs dans les quartiers, les corps de femmes sont utilisés comme champ de bataille. C'est une arme de guerre. C'est une arme de domination, de terreur, d'affirmation du pouvoir. La violence sexuelle est utilisée pour humilier, pour briser les communautés. Les femmes et les filles sont des cibles privilégiées, stratégiques. Pourtant, leur rôle est plus complexe que celui de simples victimes, si j'ai bien compris. Oui, et c'est une nuance très importante. L'article note qu'elles sont aussi parfois impliquées dans les activités des gangs. Comment ça? Elles peuvent être informatrices, transporter des munitions, ou même, dans des cas plus rares, être des soldates. C'est souvent moins visible que les hommes, mais ça existe. Et c'est crucial de le comprendre pour ne pas avoir une vision trop simpliste de la situation. D'accord. Alors, face à cet effondrement, à cette violence, est-ce que la population est complètement passive? Est-ce qu'elle subit sans réagir? Loin de là. Et c'est peut-être la partie la plus forte de l'analyse. Elle met en lumière une résilience citoyenne assez incroyable. C'est-à-dire? Dans les quartiers qui ne sont pas encore tombés sous le contrôle total des gangs, les habitants s'organisent. Vraiment. Ils érigent des barricades avec des containers, des carcasses de voitures. Ils mettent en place ce que l'article nomme des brigades citoyennes. Des brigades citoyennes, composées majoritairement de jeunes, j'imagine? Oui, principalement. Ils assurent leur propre sécurité. C'est à la fois un signe de courage immense, Et la preuve ultime de la faillite de l'État. C'est un paradoxe terrible. c'est ça. Mais au-delà de cette autodéfense, l'article suggère des pistes pour une paix plus durable. Et ça nous ramène, encore une fois, à la jeunesse. Il faut trouver un moyen de canaliser leur énergie autrement. Exactement. Plusieurs participants à l'étude insistent là-dessus. Valoriser les talents des jeunes. Le sport, la culture sont présentés comme des leviers essentiels. On parle par exemple du ragara, cette musique populaire, qui était un espace d'affirmation pour les jeunes, mais qui est aujourd'hui empêché par les conflits. Donc, il s'agirait d'offrir des opportunités d'engagement qui soient constructives. Voilà. Pour renforcer une cohésion sociale qui est en lambeaux. Il y a cette phrase qui résume tout, je trouve. L'éducation est la clé qui permettra aux citoyens d'assumer la sécurité de sa communauté. On boucle la boucle, on revient à la sécurité communautaire. En conclusion donc, ce que cette analyse nous révèle, c'est une crise qui est vraiment systémique. On a un État qui est incapable d'assurer sa fonction la plus basique, le droit à la vie, et qui a laissé un vide que les gangs ont comblé, Oui. des gangs alimentés par la pauvreté et, on l'a vu, instrumentalisés par des élites. Et au milieu, la jeunesse haïtienne pleine de potentiel qui se retrouve piégée. C'est un cercle vicieux. Oui, mais, et c'est important de le souligner, au milieu de ce tableau très sombre, il y a la résilience des communautés. Il y a des pistes d'espoir qui sont centrées sur l'éducation, le sport, la culture. Et l'article nous laisse avec une question à méditer, une question assez vertigineuse. Oui, Il démontre clairement comment la vulnérabilité des jeunes est exploitée par les élites, politiques et économiques, pour maintenir leur pouvoir. Et la question qui se pose est donc celle-ci: si ces élites, en Haïti comme à l'étranger, profitent de cette instabilité, quel est leur intérêt réel à soutenir une véritable sécurité communautaire qui viendrait briser ce cycle destructeur?